par les autorités depuis plusieurs jours. Il a finalement été retrouvé, appréhendé à Paoskoto. Il devrait se rendre ce lundi à la division de la cybersécurité. En attendant, un autre influenceur du nom de Kairé a été arrêté ce lundi et conduit dans les locaux de la division spéciale de la cybercriminalité à Dakar. Une arrestation qui serait en lien avec l'affaire Azorafal. Et puis à l'international, pendant ce temps, le nouveau souverain pontife Léon XIV se fait porte-voix des journalistes emprisonnés pour, dit-il, avoir cherché et raconté la vérité. Il a alors appelé à la préservation de la liberté d'expression et de la presse. Et enfin en sport, journée décisive pour les Lionceaux en CAN U20. Ils défendent leur titre face au Nigeria en quart de finale. Une bataille intense pour une place dans le dernier carré. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Et nous l'annoncions tantôt, recherché par les autorités après des insultes à l'encontre de l'ancien chef de l'État Macky Sall et de ses proches. Azorafal, militant du parti PASTEF, se rendra ce lundi à la cybersécurité. Ce dernier a finalement été appréhendé à Paoskoto alors qu'il était officiellement déclaré fugitif après d'intenses poursuites des forces de défense et de sécurité. En attendant, sur cette même lancée, l'influenceur sénégalais Kairé, connu pour son activisme sur les réseaux sociaux et ses prises de position favorables à PASTEF également, a été arrêté ce lundi et conduit dans les locaux de la division spéciale de la cybercriminalité. Selon des sources proches du dossier, cette interpellation pourrait être liée à l'affaire impliquant son ami et camarade de lutte Azorafal. En attendant, pendant ce temps, toujours sur la scène politique, à l'approche du dialogue national, le processus électoral subit beaucoup de critiques. Du bulletin unique au vote des personnes en détention, des réformes doivent être faites et le dialogue national est l'espace idéal pour exposer ses propositions au Martiam. Le processus électoral continue de cristalliser les critiques. Fichier électoral jugé obsolète, système de parrainage controversé, inéligibilité contestée. Les dysfonctionnements pointés du doigt sont nombreux et ravivent les tensions à chaque échéance électorale. D'où processus sérieux. C'est pas sérieux. Et il y a quelque chose. Les Toubadois, anguille sous roche. Autre sujet de discorde, la multiplication des listes de candidats. Pour y remédier, plusieurs voix plaident en faveur de l'instauration d'un bulletin unique, invoquant des arguments de transparence, d'efficacité et de réduction des coûts. Sénégal, opposants toujours, ils sont partisans du bulletin unique. D'accord. Et le Sénégal est le seul pays de la sous-région à ne pas utiliser le bulletin unique. C'est économique parce que ça permet de gérer les défis actuels. Par ailleurs, le vote des personnes en détention provisoire s'invite au cœur des débats du dialogue politique à venir. Le défenseur des droits humains, Sidi Gassama, a plusieurs fois dénoncé l'exclusion de ses citoyens du processus électoral. Cette catégorie de détenus devrait pouvoir participer, comme tous les citoyens, au vote pour les élections présidentielles, législatives et locales. Ce vote pourrait se dérouler dans les bureaux de vote installés dans les prisons ou se faire par procuration ou par correspondance. Désigné facilitateur des journées de dialogue, le docteur Cherguey aura la lourde tâche de coordonner les échanges et de porter une réflexion collective vers une réforme en profondeur. Car pour beaucoup, une refonte du système électoral n'est plus une option, mais une nécessité. Et sur cette même lancée, la réforme des institutions a toujours été un défi politique et juridique pour le président de la République. Justement, le président Bassirou Diomaye Faye s'est engagé à apporter des réformes dans plusieurs secteurs, notamment celui de la justice, des réformes qui n'excluent pas souvent quelques réticences. Moussa Mané nous en dit plus. Pour la première fois au Sénégal, l'alternance démocratique consacre un mandat présidentiel limité à 5 ans. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nouvellement élu, bénéficie d'une prime de légitimité. Il est le seul des présidents issus de l'alternance politique à être élu dès le premier tour pour un mandat de 5 ans.
Cependant, sera-t-il possible, dans un quinquennat, d'institutionnaliser le train de réforme institutionnelle du président nouvellement élu? Des réformes parmi lesquelles l'instauration d'un pouvoir exécutif responsable et la réduction des prérogatives du président de la République, les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, l'indépendance au sein de l'appareil judiciaire, instauration d'un juge des libertés et de la détention, la réforme des institutions et du système électoral pour améliorer l'état de droit, la bonne gouvernance et la démocratie participative, entre autres. Il s'agit d'un programme de résorption du déficit institutionnel accumulé à la suite des régimes qui se sont succédés au Sénégal depuis l'indépendance et de la consolidation des acquis comptabilisés par les anciens présidents de la République. Parmi ces réformes, celle des médias. Le ministre en charge de la communication a aussi engagé une politique de mise en conformité des médias au code de la presse, suscitant des débats sur l'équilibre entre régulation et liberté de la presse. Les médias jouent un rôle prépondérant dans un processus électoral. L'objectif reste de construire un écosystème médiatique dynamique, respectueux des droits fondamentaux au service de l'intérêt général. Et toujours sur la question du dialogue national, les positions de divers acteurs politiques se définissent. Fadel Barro a annoncé que son mouvement participera au dialogue national, une occasion pour ce dernier d'ailleurs de faire entendre les aspirations de son mouvement sur les grands défis du moment. Pour lui, les urgences sont là, notamment dans les secteurs de la justice, la situation sociale ou encore l'économie. Et puis pendant ce temps, toujours dans le registre de la justice, après le drame survenu jeudi dernier à Ngor avec l'effondrement d'un bâtiment, les gendarmes de la brigade de proximité de Ngor ont interpellé l'entrepreneur, le responsable de l'engin de chantier ainsi que le conducteur de cet engin placé en garde à vue dès les premières heures de l'enquête. Le trio est poursuivi pour homicide involontaire, blessure involontaire et destruction de biens appartenant à autrui, sauf changement de dernière minute. Ils seront déférés ce lundi devant le procureur du tribunal de grande instance de Dakar où leur sort judiciaire sera décidé. Les premières conclusions néanmoins de l'enquête menée par les gendarmes sont déjà accablantes. Et nous restons dans le registre des drames avec les accidents de la route qui ont fait un nouveau lot de morts. C'était hier dimanche, c'est dans la région de Mbour. 4 jeunes hommes ont perdu la vie dans un accident spectaculaire survenu sur l'axe routier reliant Sindia à Dias. Malgré la promptitude des secours, les 4 passagers du véhicule n'ont pas survenu au choc. Et puis retour cet après-midi sur la plage de Malibu après la mort des 3 collégiennes par noyade sur place. Témoins qu'en maîtres nageurs sont désemparés de la situation. Ils révèlent être sous-équipés en plus d'être en manque d'effectifs surtout en cas d'intervention hors des zones balisées. Reportage signé Bakary Cissé. Malibu plage, l'affluence n'est pas au rendez-vous cet après-midi du samedi 10 mai, mais quelques pêcheurs s'y baignent sur les lieux comme tous les jours. Le jeune maître nageur d'une vingtaine d'années veille au grain, témoin oculaire de l'accident mortel en mer de 3 collégiennes. Il raconte ce qu'il en est exactement. En tant que maître nageur, à chaque instant, j'alerte, je sensibilise les baigneurs qui viennent ici. En ce qui concerne le cas de ces 3 collégiennes qui ont perdu ici la vie, auparavant j'avais alerté, je suis venu vers elles pour leur dire de faire attention et de ne pas aller là où c'est interdit à la baignade parce qu'il y a une délimitation de surface de baignade. Diplômé en sauvetage, dit-il, le jeune maître nageur exerce son métier dans le bénévolat depuis 3 années. Je suis diplômé en sauvetage en tant que maître nageur. C'est pourquoi je suis là pour sauver des vies. Je travaille ici depuis 3 ans dans le bénévolat. On ne me paye pas, je n'ai pas de motivation. Le manque d'équipement, de sécurité, de sauvetage et le déficit de ressources humaines sont de véritables problèmes. Ce qu'on demande, c'est de pouvoir restructurer la plage, d'ajouter le nombre de sauveteurs.
si possible, et faire une sensibilisation, une campagne de sensibilisation pour dire aux enfants le danger qui existe dans cette plage. Ici à Malibou plage, l'an dernier, aucun cas de mort noyée n'a été enregistré. Et sur la question toujours, Babacar Mbengue Garaf, coordonnateur de l'Alliance Sauver le Sénégal, alerte sur cette recrudescence des noyades à la plage de Malibou. Il dit avoir identifié les causes, proposé des solutions et déplorer ce qu'il appelle inaction de l'État face à la tragédie. Oui, à regarder cette marée humaine constituée essentiellement d'enfants qui jouent avec la mort en se baignant dans ces plages dangereuses et interdites de baignade de Malibou, Wakhinane Nimzatt, Gadaye, Yeumbeul Nord, Malika, pour ne citer que cela, on ne peut pas ne pas s'inquiéter et s'indigner de l'indifférence ou l'impuissance, mais en tout cas l'inaction constatée par tous de nos autorités. C'est pourquoi nous estimons qu'il est urgent de mettre en place un cadre inclusif avec les autorités coutumières, religieuses, administratives, politiques et même acteurs de développement communautaire pour ensemble pister les mesures susceptibles de faire respecter l'interdiction de baignade dans ces plages. De telles mesures peuvent s'inspirer de la démarche de l'État dans le cadre de la lutte contre le coronavirus sur les plages. Mais également, il faut, excusez-moi le terme, déprivatiser les plages privatisées et permettre aux enfants de Gourgourlou d'avoir accès aux bonnes plages. Une note de religion très rapidement, direction Richard Toll, la paroisse Saint-Joseph ouvrier a célébré avec ferveur la fête patronale. Fidèles, familles et acteurs paroissiaux se sont réunis dans une ambiance de prière et de fraternité pour honorer leur saint patron. Une journée placée sous le signe de l'unité du travail bien fait et de l'engagement communautaire. Ensemble, nous formons un seul corps et lorsque nous marchons d'un même pas, rien n'est impossible. Chers paroissiens, je vous invite à continuer à vous engager avec foi et constance dans la vie de notre paroisse, que chacun y trouve sa place, sa mission et la joie de servir. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour le don du travail. Ce travail qui signifie l'homme, qui sourit les familles et qui nourrit les familles, qui bâtit les nations. Dans cette ville de Richard Toll, où la terre et l'industrie se croisent, chacun de vos efforts porte en lui un témoignage vivant, courage, de persévérance et d'espérance. Restons unis dans la prière, la confiance et l'espérance en Dieu qui ne déçoit pas. Le Seigneur nous comble de ses grâces, notamment par l'unité et l'espérance. À l'international à présent, le pape Léon XIV a tenu ce lundi sa première conférence de presse. L'occasion a été pour lui de plaider pour ce qui est de la cause des journalistes emprisonnés. Il demande leur libération et exhortant par l'occasion à protéger le bien précieux qui est la liberté d'expression et de la presse. Les détails avec Ndeva Touad. Les journalistes emprisonnés peuvent compter sur la solidarité du nouveau chef de l'Église catholique. Le plaidoyer du pape Léon XIV pour la libération des journalistes est ce qu'on retient le plus dans son premier face-à-face avec les médias ce lundi après son élection jeudi dernier. Les propos du nouveau souverain pontife laissent entendre que la place des journalistes n'est pas la prison pour avoir cherché et raconté la vérité, estimant que seuls les peuples informés peuvent faire des choix libres. Le nouveau souverain pontife déclare que la souffrance de ces journalistes emprisonnés interpelle la conscience des nations et de la communauté internationale, nous appelant tous à protéger le précieux bien de la liberté d'expression et de la presse. Il poursuit en s'adressant aux journalistes en ces termes. Vous êtes en première ligne pour narrer les conflits et les espoirs de paix, les situations d'injustice et de pauvreté et le travail silencieux de nombreux pour un monde meilleur.
C'est pourquoi je vous demande de choisir avec conscience et courage le chemin d'une communication de paix. Le pape de 69 ans a ainsi profité de cette rencontre avec la presse pour appeler les médias à une communication de paix. Léon XIV a invité son audience à poursuivre une communication différente qui ne recherche pas le consensus à tout prix, qui ne se parle pas de mots agressifs, qui n'épouse pas le modèle de la compétition, qui ne sépare jamais la recherche de la vérité, de l'amour avec lequel nous devons humblement la rechercher. En Côte d'Ivoire, très rapidement, l'opposant Tidiane Thiem a annoncé ce lundi démissionner de la présidence du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, principale formation d'opposition, tout en assurant néanmoins vouloir continuer de mener la bataille pour la présidentielle d'octobre, dont il est exclu depuis sa radiation de la liste électorale. A rappelé justement que son élection à la tête du PDCI est contestée en justice par une militante de son parti qui estime qu'il n'était pas ivoirien au moment du scrutin en décembre 2023, contrevenant ainsi au texte du parti. À l'international, toujours, les États-Unis et la Chine ont annoncé ce lundi la suspension pour 90 jours de la majeure partie des droits de douane prohibitifs qu'ils s'étaient mutuellement imposés, marquant une désescalade dans leur guerre commerciale qui avait ébranlé l'économie mondiale. Cette suspension prendra effet d'ici le 14 mai. Concrètement, les deux camps acceptent de suspendre des surtaxes de 115 points de pourcentage qu'ils s'étaient imposés ces dernières semaines. Ces mesures amèneront donc provisoirement les droits de douane sur les produits chinois importés par les États-Unis à 30% et les droits de douane sur les produits américains importés par la Chine à 10% pendant la poursuite des tractations entre les deux pays. Et puis en sport à présent, quart de finale, CAN U20, les Lionceaux du Sénégal, champion en titre à bord de ce quart de finale après un parcours en dents de scie en phase de groupe malgré des difficultés, notamment un nul contre la République centrafricaine et une défaite contre le Ghana. Les Sénégalais ont su se ressaisir avec une victoire précieuse face à la RDC. Ce match face au Nigeria aujourd'hui, en ce moment même, sera décisif non seulement pour une place en demi-finale, mais aussi pour une qualification directe pour la Coupe du Monde U20 au Chili. Dans les premières minutes du match, les deux équipes ont joué la carte de la prudence. Et puis pour terminer cette page de sport, Beach Soccer, l'équipe nationale du Sénégal de football de plage a conclu sa campagne mondiale 2025 sur une note amère. Ce dimanche à Victoria aux Seychelles, les Lions se sont inclinés face au Portugal lors du match de classement pour la 3e place, manquant ainsi une nouvelle occasion d'inscrire leur nom au palmarès mondial comme en 2021. Les champions d'Afrique terminent au pied du podium sans médaille. Et nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, nombreux sont les journaux qui sont revenus sur l'annonce de la rupture entre Barthélémy Diaz et son mentor politique Khalifa Sall. Vox Populi rapporte que Diaz a pris la décision de rompre les amarres avec Khalifa, le leader de Taxawu Sénégal. Il s'agit là de créer son mouvement, une séparation à l'amiable qui sonne la fin d'un long malaise, commente le journal. Barth s'affranchit de Khalifa et de Taxawu, titre Vox Populi. Selon le quotidien, après avoir vécu dans l'ombre de Khalifa pendant des années, Diaz est sur le point de s'émanciper en mettant en place son propre mouvement politique pour aller à la conquête de 2029. Le journal parle de cassure et titre Diaz sur une note de départ. Point Actu embouche la même trompette. Barth et Khalifa affichent leur désaccord. Se sentant seul ces derniers jours, Barth va mettre en place sa propre entité politique. Ce sont deux hommes au tempérament différent selon Point Actu. Mais Source A lui révèle que le divorce entre Barth et Khalifa a été précipité par ces dernières législatives et que ce dernier aurait accusé Khalifa de n'avoir pas mouillé le maillot. Les Échos renseignent que les rumeurs sur la mésentente entre Khalifa et Diaz se sont confirmées ce week-end, même si le leader de Taxawu Sénégal qui a annoncé le départ de Barthélémy Diaz parle de séparation à l'amiable. Dans les Échos, parlons du dialogue. Le journal estime que l'opposition est complètement divisée. Khalifa Sall, Omar Sarr, la LD de Nicolas Ndiaye, tous partants. La position de Fada Damoudba et du PS attendue. L'AFP de Mbaye Dione se décide le 15 mai. La reddition des comptes n'est pas en reste, avec notamment l'Observateur qui donne la parole à l'ancien ministre Mansour Faye après sa mise en accusation devant la Haute Cour de justice, en même temps que 4 ministres du précédent régime. C'est Macky Sall qui est tout simplement visé, mais ils ont lamentablement échoué, déclare Mansour Faye dans cette interview accordée au journal. L'Observateur signale également que l'ancien ministre Birma Mangara a fait face à un scandale de 10 milliards en lien avec une affaire de dépôt à terme non versée au Trésor. Le Soleil annonce que la Société financière internationale filiale de la Banque mondiale va accorder 583 milliards au Sénégal, un financement destiné à accompagner la transformation économique du pays en créant et en promouvant des chaînes de valeur. Libération lui parle de trafic de la drogue. Il s'agira
drogue du zombie au cœur du marché Castor, la chute du réseau des pousse-pousse à café, une descente musclée de Locratis a permis de mettre main sur les trafiquants, dont des Guinéens, dont 13 personnes en garde à vue. En sport record sur les nationaux pour le carré et le mondial, CAN U20 Égypte 2025. Bonne lecture. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi à 14h. Comme toujours, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.